Asdiqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite partout où vous vous trouvez et pour le meilleur de toutes les situations. Bienvenue sur votre chaîne Bled Magharibiya qui attend comme toujours vos encouragements en la partageant autour de vous et auprès de toutes vos connaissances, mais surtout en vous y abonnant pour y être informé en toute primeur et le plus rapidement possible. Un tout grand merci de nous recevoir chez vous et parmi vous. Cette 176e vidéo maintenant vient vers vous pour vous proposer votre ce qui fait débat habituel, c'est-à-dire ce qui fait discussion entre nous à chacune de nos rencontres. Le CQFD de votre Bled Magharibiya, comme d'habitude et comme vous le savez, se consacre à cette actualité nord-africaine et qui vient vers vous pour la résumer brièvement en quelques mots. Et comme lors de nos deux précédentes vidéos, le thème de cette séquence relate la suite du sommaire de ces fameuses archives algériennes qui comportent bien évidemment les 7 points dont on a fait référence précédemment. C'est pourquoi nous vous les relaterons, ces 7 points, en 3 actes, les 2 premiers des 2 vidéos précédentes, et donc à travers ces 3 vidéos séquentielles, dont les 2 premières ont fait le récit de 4 titres déjà, à savoir le poids de l'héritage colonial, le retournement de tendance, l'entre-deux-guerres, la décolonisation de l'histoire, l'après-guerre, absence et latence, oubli et trop-plein, et par conséquent, la vidéo d'aujourd'hui, celle-ci, la présente vidéo, se consacrera aux 3 derniers titres restants, à savoir le 5e, retour d'histoire, les ouvertures d'archives et pourquoi pas. 6e point, d'autres archives nous attendent concernant les blessures, les images, les mots et les sons et autres choses, les frontières, les cartographies, les géographies. Qu'en sera-t-il? Seront-elles publiées ces archives? Et enfin, le 7e point, et pas des moindres, concernant la mémoire communautarisée d'une part, mais aussi une mémoire commune des 2, donc des protagonistes entrant dans cette histoire. Donc, revenons à ce 5e point, le retour d'histoire et ouverture d'archives. À partir déjà de la fin des années 80, la situation a changé. Une nouvelle donne est apparue liée à l'effondrement du système du parti unique en octobre 1988. Dès lors, en cette Algérie, des approches nouvelles, diversifiées, devenaient possibles, confortées par les retrouvailles avec des acteurs longtemps relégués dans l'ombre et qui ont commencé à revenir sur le devant de la scène. Ce moment est fondamental, car dès cet instant, de manière incontestable, la France elle-même s'est trouvée dans l'obligation de revisiter son histoire, d'abandonner les arguments de confort qui avaient permis de justifier le silence sur ce qui s'était passé réellement pendant la guerre. Un vrai travail historique pouvait commencer s'appuyant sur les témoignages d'acteurs comme celui, par exemple, de ce général Paul Ossarès, avouant dans un ouvrage retentissant sa participation à des crimes commis pendant la bataille d'Alger en 1957. Il se trouve que cette étape nouvelle est entrée en résonance avec la tragédie de la décennie noire
que l'Algérie a traversé dans les années 90 et qui, avec ses victimes innombrables, plus de 250 000 disparus, morts, tout de même, un chiffre conséquent qui oblige ces Algériens à s'interroger sur leur généalogie de la violence et tout simplement sur leurs origines. Cette généalogie, c'est tout simplement de leur origine, de leur identité. D'où sont-ils issus? Et cette interrogation n'est pas sans effet. De l'autre côté de la Méditerranée, sur la mémoire française, conduite à sortir de sa torpeur et à s'interroger sur d'anciennes violences, sur sa part de responsabilité dans la violence algérienne, toujours en cours. Le processus complexe de retour vers l'histoire en Algérie, qui passe toujours par la médiation du politique, marque la période récente, puisque le petit ancien président de la République, ne l'oublions pas, ce petit abbé, a redonné leur place dans l'espace public à des militants comme Msali Haj ou Farhat Abbas, en donnant leur nom en 1999, respectivement à l'aéroport de Tlemcen et à l'université de Srif. De nombreux signes montrent que les Algériens sont disposés à revenir sur leur passé de manière de plus en plus fine et élaborée. Mais en réalité, qu'en est-il? Parmi ces signaux émis, il est significatif que ce petit président de la République algérienne ait remis en place toute la part juive de l'histoire ancienne algérienne dans un discours prononcé à Constantine le 6 juillet 1999. Autre exemple abordé dans la presse algérienne, la question des Harkis, dit entre parenthèses des paysans algériens en armes contre des éléments de l'ALN, cette armée de libération nationale. Donc ces Harkis qui étaient eux aussi pour l'essentiel des paysans algériens en armes, ou la présence des femmes dans les maquis. Encore un autre exemple, présence qui constitue une transgression par rapport au mode de vie algérien. Encore un autre exemple, le rôle des porteurs de valises, entre guillemets, des militants français dans la guerre aux côtés du FLN, de ce Front de Libération Nationale. Encore un exemple, l'éviction dans l'été 1962 de la Fédération de France du FLN qui a joué un rôle stratégique dans le processus de la guerre. La lutte entre les partisans de Msali Haj, le mouvement national algérien MNA et ceux du FLN, donc ce Front de Libération Nationale. L'enjeu désormais est de savoir si cette partie de mémoire à revisiter de manière critique peut être intégrée dans les ouvrages d'histoire, tirée ou non tirée, pour l'essentiel des prochaines archives qui seront peut-être divulguées, mais surtout enseignées dans les écoles algériennes. Mais d'enseigner et de divulguer la réalité, mais rien que la réalité et non des falsifications. Selon presque toutes les statistiques, une trentaine de maisons d'édition indépendantes publient environ 600 titres par an, dont la part consacrée à l'histoire reste relativement limitée, même si des textes d'une grande audace commencent à être publiés. Le retour d'histoire s'accélère grâce à l'ouverture d'archives de plus en plus, en particulier en France. Et à partir de 1992, les archives ont été ouvertes.
les archives militaires à Vincennes, mais aussi les archives de l'ECPA, archives photographiques de l'armée française, et qui constituent un fonds gigantesque de quelques 300 000 documents. L'ouverture de cet ensemble archivistique a permis l'écriture de belles thèses d'histoire, telles celle de Sylvie Thénault sur la justice française pendant la guerre d'Algérie, celle de Raphaël Branche, qui a examiné les journaux de marche des régiments français pour aborder le délicat problème de la torture. D'autres thèses aussi ont été soutenues, comme celle de Tramor Kemener sur les insoumis pendant la guerre d'Algérie, avec une impulsion qui a été donnée à ce sujet. Mais l'histoire ne peut s'écrire uniquement à partir des archives étatiques. Non, parce que dans les grandes ruptures de l'histoire, on ne trouve guère d'ordres écrits indiquant qu'il faut exterminer ou déplacer des populations, sachant que les archives étatiques sont importantes, mais on ne doit jamais oublier de les croiser avec la parole objective des victimes, toujours en vie, et de ceux qui ont été confrontés directement à cette histoire. Mais beaucoup d'entre eux, malheureusement, ont disparu. Et les archives aussi. En tout cas, leurs témoignages. Il faut signaler une autre restriction relative à ce qui touche aux personnes privées et à la sûreté de l'État. Il y a énormément d'archives en ce domaine qui ne sont pas consultables avant un délai de 30, 60 ou 100 ans, mais désormais pas pour longtemps si l'on croit les dernières nouvelles annoncées. L'ouverture d'archives ne signifie pas que l'histoire puisse s'écrire de manière automatique, puisque les archives ne vont pas sans silence, sans lacune, qu'il faut savoir aussi interroger, interpréter entre les lignes et les vérités des mots, s'ils sont bien mémorés ou immémorés. D'autres archives doivent être fouillées, scrutées, explorées, celles qui nous renvoient des images, des sons, des mots, de l'intimité. Oui, à cela, nous arrivons à notre 6e point, donc cet avant-dernier point, où d'autres archives témoignant des blessures, avec des images, avec des mots, ou encore avec des sons. Mais alors comment les restituer, ou restituer le destin de chacun, de plus d'1,5 million de jeunes Français, cette fois-ci, parce qu'on entend parler du 1,5 million algérien, mais du 1,5 million de jeunes Français qui ont été envoyés pour combattre en Algérie entre 1954 et 1962. Et ces 1,5 millions de part et d'autre, les archives constitueraient-elles les vraies statistiques? Y a-t-il des preuves, des justificatifs? Et donc, on ne saurait l'affirmer complètement. En effet, la connaissance jaillit quelquefois d'une image, tout simplement, d'un son, d'un mot qu'on peut témoigner. Et comme par exemple, une simple image, longtemps dissimulée, l'enterrement d'un jeune soldat du contingent dans le film d'André Téchiné, Les roseaux sauvages, en 1994,
Funérailles d'un jeune homme qui avait tout fait pour ne pas partir en Algérie et s'était adressé de façon maladroite à une enseignante communiste pour le sortir de ce mauvais pas. Nous sommes là, dans un petit village en plein soleil. Le cortège de l'enterrement du soldat progresse lentement. Et c'est un exercice de fidélité en silence, scène de funérailles qui produisent des bribes de sensations, une colère étouffée, des images retrouvées et perdues, de bonheur, des moments encastrés entre guillemets pour d'autres participations entre deux trains et deux occupations. En amont de ces obsèques, quelques mois auparavant, le mariage du jeune soldat avait amené les mêmes invités et il y a là une étape en plus de la vie dans un coin de la France, un coin qui est le cimetière et un personnage en moins dont la silhouette survit dans la ressemblance avec son frère. Est-ce le mouvement du cortège, le martèlement des pieds sur la route, les regroupements de participation qui se font et se défont, la lente avancée qui rythme le cortège avec flux et reflux des souvenirs? L'enterrement montré dans ce film est révélateur en 1962 de la solitude de cette guerre qui ne voulait pas montrer l'irrémédiable, la mort de soldats dans une guerre qui n'était pas si lointaine que cela. Une autre image encore, celle de la photographie de copains en Algérie. Et il y en a beaucoup de ces photos de Bidas, avec témoignage d'Olivier Todd dans Les Paumés, en 1973 déjà, nous dit « Il y avait la rage des photographies. Elle permettait aussi de mettre le temps en charpie. Pourquoi tous ces soldats éprouvaient-ils un plaisir si sensible à se voir, à se retrouver sur une photo, une déception si profonde à ne pas figurer sur tel autre, parce que ce morceau de carton, ce petit carton, prouvait un peu plus ou un peu moins qu'ils étaient encore entiers. Également, en un mot, à part les images, en un mot aussi, ce sont des mots. Une lettre, oui, une lettre, arrive dans une caserne d'Algérie avec des mots minuscules, humbles, murmurés, bredouillés, à travers lesquels s'exprime ce que le monde a de plus réel et d'imaginaire. La peine, la séparation, la cruauté d'une guerre suggérée, sa terrible ambiguïté et aussi la description de précieux moments de la vie ordinaire. De l'autre côté de la Méditerranée, on cette Algérie française, la tendresse, l'amour d'une jeune fille où la rupture, la séparation, l'heure de la sieste se rappelle. Marc Garanger dans La guerre d'Algérie, vue par un appelé, 1984. C'était aussi pour beaucoup l'heure du courrier, des lettres, de la femme ou de la fiancée qui nous raccrochait à la vie. Le soldat reste suspendu aux lettres, celles de la mère, de l'épouse, de la fiancée, de la marraine, du copain. Les cris franchissent la guerre. Le soldat de 20 ans ferme les yeux. Par la lecture avide ou lente s'avancent les rêves, les voyages possibles, l'odeur envahissante des proches, le regard des parents, la fraîcheur d'un été à la campagne. Et que dire encore, que dire à part les images, le mot, ici le son, oui le son, le bruit, celui de la chanson. Le déserteur de Boris Vian, extrêmement populaire dans la France des années 57-58, avec le rêve d'une fuite, d'une évasion, entre guillemets. Un son encore, le sanglot de la femme la plus aimée qui monte au moment du départ. De la maman, le signal d'alarme que l'on tire violemment pour faire arrêter le train en 1956, qui emmène au loin
la première note des musiques de rock qui sort du transistor en 1958 déjà. Un autre son encore, la voix du général de Gaulle à partir de 1959. Oui, un son toujours, le bruit d'une rafale, le cri d'un camarade blessé ou le râle du prisonnier qui se meurt. Tout ça fait partie justement de l'histoire et de ses archives. Et de là, nous arrivons à notre septième et dernier point, concernant justement cette mémoire communautarisée à la mémoire commune au travers de l'essor des travaux historiques qui n'a toujours pas calmé les saignements de mémoire entre guillemets à propos de l'histoire générale de cette Algérie-là dont on réclame aujourd'hui les archives et les histoires. Une sorte d'inflation mémorielle qui se déploie à travers témoignages, souvenirs et autobiographies. Et presque une soixantaine d'années plus tard, le sentiment existe qu'un seuil a été franchi dans la société française par la reconnaissance institutionnelle de cette séquence guerre, en particulier le vote par l'Assemblée nationale en juin 1999 de la guerre d'Algérie, marquant la fin du mythe des opérations de maintien de l'ordre. Mais en dépit de tous les efforts étatiques pour essayer de cicatriser, et pour ne pas dire de re-cicatriser les mémoires, les conflits mémoriels continuent d'exister. Jusqu'à présent, on estimait souffrir d'un manque de connaissances. Or, on n'a jamais autant parlé de l'Algérie. Oui, on n'a jamais autant parlé de l'Algérie au cours de ces dernières années. Des centaines de livres venant s'ajouter aux milliers d'ouvrages déjà publiés pendant la guerre et après l'indépendance de 1962 ont été consacrés à ce sujet. Dans une large mesure, nous restons pourtant dans le conflit, et toujours dans le conflit, avec le cloisement des mémoires. Le cloisement des mémoires et le travail historique ouvrent sur la possibilité du passage d'une mémoire complètement communautarisée, allant à une mémoire commune, en France en tout cas, et entre historiens maghrébins et français. L'histoire, elle, n'a pas de nationalité. Elle est l'œuvre des historiens qui disposent d'outils, de véritables outils, de références et de vraies références, pouvant être des archives écrites, des témoignages, etc. Par conséquent, le travail historique permet également la sortie de la concurrence victimaire, être toujours la victime de l'autre, entre les différents groupes porteurs de la mémoire, existe comme une fixation dans une mémoire tout à fait cloisonnée, où chacun se pose en victime, la victime supérieure à l'autre, dans l'abandon, dans la blessure, dans l'exil, dans la trahison, etc., etc. Il est nécessaire de freiner cette concurrence terrible au sein même de la société, tant française, mais aussi algérienne, parce qu'elle est tout à fait stérile. Il est difficile donc de bâtir sur le ressassement, la rumination, le refus d'une situation acquise qui est celle de l'indépendance de l'Algérie, et rien que l'Algérie qui se voit au-dessus, si ce n'est dans une autre planète. L'essentiel est de comprendre ce qui s'est passé dans cette histoire, de cerner les raisons de cette séparation, parce qu'il est possible, par exemple, de souhaiter un décloisonnement dans le domaine du cinéma français. Par exemple, peut-on se satisfaire d'avoir des films pour les pieds noirs, tout simplement, des films pour les soldats, seuls,
des films pour les porteurs de valises et pour les immigrés, pour leurs descendants, chacun se repliant sur son territoire de mémoire. Est-ce là le raisonnement de ces archives et de ces histoires écrites et réécrites, chacun dans son coin? À l'époque de la puissance de l'image et du mode de l'écran, il faut espérer que des récits visualisés donnent vie à ces croisements, à ces contacts multiples. Mais ce métissage, disons-le clairement et honnêtement, a échoué, complètement échoué dans cette Algérie, tant coloniale, mais aussi indépendante. Mais dans la France d'aujourd'hui, si l'on peut dire ainsi, sa réussite est un enjeu majeur. Enfin, disons pour conclure cet aperçu sur les archives algéro-françaises, il faut savoir que le travail historique est difficile, mais il doit désormais être mené entre tous les historiens des deux rives, dans une écriture-réécriture à multiples voix, sur le modèle d'une réconciliation mémorielle accomplie sur le terrain scientifique, purement scientifique et véridique surtout. Bien évidemment, sans omettre ici, qui vous a été épargné dans le récit de ces 3 épisodes, une grande partie, si ce n'est la principale partie, concernant l'histoire de ces archives, dissimulant volontairement et pourquoi pas involontairement et jusqu'à nos jours cette appropriation arbitraire, si ce n'est frauduleuse, des terres entières au détriment de pays maghrébins voisins en faveur justement de cette Algérie dite française, pensant, elle, demeurer éternellement pour s'en offrir gracieusement la jouissance d'une propriété algérienne et pourquoi pas post-indépendante. Et donc, chers amis et chers adeptes de la chaîne, c'est ici que prend fin la 3e et dernière séquence consacrée à ces archives franco-algériennes, en prenant en congé de vous, mais néanmoins, nous espérons vous retrouver très bientôt avec un immense plaisir pour vous relater la suite et probablement non fin de cette longue histoire au travers d'une prochaine fois de votre Ce qui fait débat ou ce qui fait tout simplement la petite discussion entre nous. Un tout grand merci pour votre confiance, votre fidélité et votre patience, mais surtout pour votre participation, de nous suivre et de nous écouter jusqu'au bout des séquences. Mais néanmoins, ne nous oubliez pas en nous aidant, en aidant votre chaîne, en vous y abonnant, très nombreux, afin d'être informés rapidement et surtout en partageant au grand maximum les séquences vidéo de votre chaîne. Pour ma part, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir, chers amis. Al-Asdiqa, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله مع السلامة.